Messieurs, dames, bonsoir. Étant 19h, je vais ouvrir la séance. Donc bonjour à tous. Je passe la... Est-ce qu'il y a un volontaire pour être secrétaire de séance? Donc je passe la parole à Jean-Marie pour faire l'appel. Madame Benoît, pouvoir à Madame Papy. Madame Briat, pouvoir à Monsieur Blondel. Madame Calvario. Présente. Madame Chabani, pouvoir à Madame Joran. Madame Chalupet. Présente. Madame Daniel, pouvoir à Monsieur Collat. Madame Ersa. Là. Madame Joran. Présente. Madame Mbaye. Présente. Madame Monod, absente, excusée. Madame Neveu, pouvoir à Monsieur Jarry. Madame Pain. Présente. Madame Papy. Madame Perretto. Présente. Madame Pinson. Présente. Madame Roussel. Présente. Et je suis handicapé. Ouais. Madame Trémolière. Madame Vanelsu, absente, excusée. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collat. Présent. Monsieur Koulibaly. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Gria. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Présent. Moi-même. Monsieur Leveigneur, absent, excusé. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Tegerson, absent. Monsieur Thierry, qui me donne pouvoir. Et Monsieur Torel. Présent. Le quorum est atteint. Le conseil municipal est enregistré et sera diffusé vendredi sur la chaîne YouTube de la commune. Donc affaire générale, point numéro 1, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 31 janvier 2023. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Donc pas. Donc je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Point numéro 2. Approbation de la convention intercommunale d'attribution CIA et avis sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. Des demandeurs, pardon. Et je passe la parole à Madame Roussel. Merci. Merci. Les lois 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Allure, de programmation pour la ville et la cohésion sociale ainsi que la loi égalité et citoyenneté de 2017 ont positionné les intercommunalités pour définir une stratégie visant à améliorer la mixité dans l'occupation du parc de logement, en particulier le parc locatif social. En 2016, la conférence intercommunale du logement a été installée sur le territoire de l'ex-communauté d'agglomération Seineur. Entre 2016 et 2019, l'ex-CASE a élaboré sa stratégie intercommunale d'équilibre socio-territorial formalisée dans le document cadre d'orientation et a adopté sa convention intercommunale d'attribution, déclinaison opérationnelle du DCO. Au 1er septembre 2019, l'ex-CASE et l'ex-communauté de communes Eurma-Brissenne ont fusionné pour donner naissance à un nouveau territoire regroupant 60 communes et 103 285 habitants, la communauté d'agglomération Seineur. Suite à cette fusion, la communauté d'agglomération Seineur a engagé la mise à jour de la CIA au second trimestre 2021 afin de l'étendre au nouveau périmètre de l'intercommunalité et procéder à un ajustement si besoin en fonction du bilan des 2 premières années de mise en œuvre. Le PCI a conjointement lancé l'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Approbation de la CIA, convention intercommunale d'attribution. Là, je vais résumer.
Les objectifs de la convention d'attribution concernant la commune en tant que réservataire sont accueillir les demandeurs de logement, de les aider à faire leurs demandes, de les orienter si nécessaire dans le cas de situations complexes vers d'autres partenaires comme le CCAS, Assistante sociale, Condorcet, échanger avec les bailleurs sociaux les dossiers pour améliorer la réponse à la demande de logement. Une grille de cotation a été créée. Elle consiste à attribuer des points au dossier du demandeur suivant des critères. Ce système de cotation de la demande est un outil d'aide à la décision d'attribution. Y a-t-il des questions? Non, apparemment. Pas de questions. Pas de questions? Y a-t-il des... Oppositions. Pardon? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contre? Donc à l'unanimité. Approuvant la convention intercommunale d'attribution annexée à la présente délibération, émettant un avis favorable au plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur, autorisant le maire ou le premier adjoint à signer la convention et tous les actes afférents à ces documents. Donc point numéro 3, convention d'habilitation avec l'agglomération Seineur pour le dépôt en groupement des certificats d'économie d'énergie, et je passe la parole à Madame Papy. Merci. La loi du 13 juillet 2005 introduit en France le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire les CE. Ces certificats constituent une des mesures favorisant l'efficacité énergétique. Ce dispositif repose sur l'obligation faite aux vendeurs d'énergie, désignés comme les obligés, de promouvoir ou de réaliser des économies d'énergie. Ces derniers peuvent réaliser eux-mêmes des actions ou acheter des CE générés par les travaux réalisés par des acteurs dits éligibles, tels que les collectivités locales. Les actions d'économie d'énergie réalisées sont comptabilisées en kilowattheure CUMA, CUMA ce qui veut dire cumulé et actualisé. Cette unité de mesure prend en compte le cumul des économies réalisées pendant la période d'efficacité d'une action. Pour cette raison, et afin de simplifier l'utilisation du dispositif des CEE par les collectivités membres, l'agglomération Seineur a élaboré un dispositif de valorisation des opérations d'économie d'énergie reposant sur un groupement proposé aux 60 communes qui le composent. Ce dispositif a été présenté lors du dernier conseil communautaire du 16 décembre 2021 de l'agglo Seineur, détaillant les modalités de mise en œuvre du partenariat avec le prestataire, c'est-à-dire la compagnie des économies d'énergie. L'ingénierie technique sera portée par les services de l'agglomération, la commune devant seulement fournir les devis signés et factures des travaux éligibles au CEE. La valorisation financière des CEE sera intégralement reversée à la commune. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4, convention avec l'agglomération Seineur pour le remboursement des frais de personnel et de frais d'utilisation des locaux de cantine pour les accueils de loisirs. Et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci Philippe. Donc la communauté d'agglomération exerce dans le cadre de ses compétences la compétence enfance-jeunesse. L'accueil de loisirs sans hébergement qui est situé sur le territoire de la commune est géré par local et utilise les locaux et le personnel de la commune du Val d'Azay, les mercredis et les vacances scolaires, afin d'assurer la restauration des enfants. Donc on met à disposition de l'agglo pendant les périodes mentionnées la cantine et 2 agents assurant le service de restauration entre 8h et 15h. La prestation est facturée donc sur le coût horaire pour 2 agents et selon le nombre d'heures effectuées. Quant au chauffage, il sera facturé au nombre de jours d'utilisation des locaux. Il s'agit donc d'établir une convention annuelle qui fixe les obligations des parties
sera conclu sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Donc une convention pour 2 années. Et la convention donc, est jointe à l'ordre du jour, vous l'avez tous lu, je pense. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions. Je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus. Merci. Point numéro 5. Convention financière Le Val d'Azé, logement familial de l'Eure. Et je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc ce point concerne une convention financière entre la commune du Val d'Azé et le logement familial de l'Eure, parce que nous assurons pour le logement familial de l'Eure l'entretien des espaces verts à proximité des résidences Paul Méchin et le Clos des Marguerites. C'est un montant de 11 000 € pour une période du 1er avril au 31 mars 2024. 1er avril 2023, 31 mars 2024. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Affaires financières. Point numéro 6. Subvention auprès de l'État au titre des fonds verts. Et je passe la parole à Monsieur Jarry. Merci. Alors l'État a créé donc un nouveau type de subvention, une nouvelle catégorie de subvention qui s'appelle le fonds vert, qui est destiné donc à lutter contre la crise climatique et l'atteinte à la biodiversité en soutenant donc les projets portés par les collectivités. Alors, donc c'est quelque chose qui est géré par l'État et il y a des budgets qui sont attribués aux préfets de région qui les délèguent ensuite au département. Et en fait, c'est un nouvel outil de subventionnement de nos investissements. Les investissements qui ont pour but donc, de diminuer la consommation énergétique et donc d'éviter l'atteinte à la biodiversité précisément. Sur la commune, donc, nous avons 3 projets qui entrent dans ce cadre. Le premier, il est d'importance, c'est la rénovation du parc d'éclairage public avec le remplacement des lampes au mercure. On a encore des lampes au mercure sur la commune et au sodium par des éclairages en LED. Voilà, donc vous avez le plan de financement qui va s'afficher. Donc on prévoit des travaux donc, à hauteur de 140 000 €, donc plus les aléas, donc 154 000 €. Et donc l'État nous propose de subventionner, on a possibilité d'aller chercher une subvention à hauteur de 80% de ce montant-là. Alors est-ce qu'on aura les 80%, ça on ne sait pas, mais enfin bon, on va toujours les demander. Hein. Voilà, donc pour 154 000 €, donc ça fait 123 200 € de subvention possible, ce que nous allons demander avec votre accord au niveau de l'État. Ensuite, le deuxième projet, c'est sur l'école du Chaboté, de Loupendu, pardon. L'école de Loupendu où on a un ballon d'eau chaude classique et on va le remplacer par un ballon d'eau chaude thermodynamique pour un coût de 24 500 € globalement. Et là aussi, donc, on peut se faire subventionner à hauteur de 80%, soit 19 600 € de subvention. Donc ça, c'est le deuxième projet qui rentre dans le cadre du fonds vert. Et enfin, le troisième projet, depuis qu'on a repris la compétence sport, donc on a maintenant à gérer donc, les gymnases, notamment le Saint-Fiacre, qui aujourd'hui n'est pas équipé en LED, et donc on va voir pour passer cet éclairage de gymnase en LED. Donc là, c'est une opération qui est estimée à 27 500 €, et donc on demande une subvention de 80% de 22 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais juste faire une petite remarque sur les LED d'éclairage public que l'on change. Ce n'est pas que pour changer des ampoules au mercure. Il nous reste quelques ampoules au mercure sur le parc qu'on a. Il y en a 15 exactement. Sinon, tout le restant, c'est des éclairages qui sont beaucoup moins consommateurs et qu'on renouvelle par du LED pour aussi faire des économies d'énergie. Mais ce ne sont pas que des ampoules au mercure qu'on change. Je tenais à préciser, à donner cette information. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Alors on va faire un vote global, hein, c'est pour les 3 demandes de subvention. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Le point numéro 7, rapport d'orientation budgétaire, et je te laisse la parole, Thierry. D'accord. Alors, l'Europe. L'Europe, donc la loi, l'article 107 de la loi NOTRe, donc, a changé les dispositions du CGCT, et donc on doit maintenant vous présenter un rapport d'orientation budgétaire pour l'année à venir. Donc le document est était joint à l'ordre du jour. Je vais vous en faire une présentation synthétique. Voilà, le rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2023. Donc l'Europe a pour l'objet de présenter et de débattre des orientations budgétaires pour la commune pour l'année 2023. Les orientations sont établies en fonction des éléments de notre possession dans un contexte communal impacté par la forte hausse des prix de l'énergie et du tarif de repas de cantine. Elle est également marquée cette année par le passage à la nomenclature M57 dès le 1er janvier 2023 pour le budget principal de la commune. Pour information, donc la partie rétrospective établie sur les CA 2019, 2020, 2021 et le CA 2022 qui lui est encore prévisionnel. Ça c'est pour fixer le cadre. Alors sur le compte administratif 2022, qui n'est que provisoire, je vous le rappelle, donc on dégage un résultat de l'exercice de 51 909 €. Avec donc le report de 2021, on a un résultat affecté de 2 569 033. Pour la partie investissement, donc on a un résultat d'exercice de moins 464 605 €. On avait un report 2021 de 1 959 098 pour un résultat affecté de 1 494 494 €. Nous avons des restes à réaliser pour un montant de 2 186 367, soit un résultat sur la section d'investissement de moins 691 873. Et le résultat net de l'exercice s'élève à 1 877 160. Donc ça, c'est pour vous présenter le compte administratif 2022 qui sera voté lors d'un conseil municipal prochainement. Donc là, ce sont que des chiffres provisoires. Sur les dépenses de fonctionnement, donc vous avez l'évolution, comme je vous disais, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en provisoire, tout ça c'est sur du réalisé, et donc la projection sur 2023, donc qui est une enveloppe budgétaire. C'est pas parce qu'on a inscrit le montant dans la colonne qu'on dépensera tout obligatoirement. La municipalité, la collectivité fonctionnera dans le cadre de ce budget-là prévisionnel. Sur le chapitre 11, donc on va décliner chapitre par chapitre. Sur le chapitre 11, donc on prévoit donc surtout une augmentation des fluides, comme on a parlé précédemment, donc les repas de cantine aussi. On a un marché public avec la société Nourest pour la fourniture et la livraison des repas en liaison froide. Entre 2018 et 2022, on a une augmentation des dépenses de 14 000 € environ. Cette augmentation est due à la hausse de la fréquentation des cantines, qui est consécutif à la mise en place d'une tarification à 1 €. Le fait de faire des tarifs à 1 € a généré un afflux d'enfants supplémentaires au niveau des cantines, mais aussi la conjoncture économique avec une majoration du prix du repas à hauteur donc de 13,39%. Donc on prévoit pour l'année 2023 150 000 € de budget pour les repas. L'électricité, le siège, donc on a pour l'électricité, il y a trois marchés différents. 2 sont conclus avec le siège, l'éclairage public, plus les bâtiments qui sont inférieurs à 36 kVA, donc les petites consommations, on va dire. Et nous avons donc un 3e marché avec Total Énergie pour les bâtiments de plus de 36 kVA.
Pour les deux premiers, donc le siège prévoit pour les bâtiments inférieurs à 36 kVA une hausse de 22% du tarif et une hausse de 49% pour l'éclairage public. Ça, c'est pour les tarifs. Sur ce dernier poste, vous savez qu'on éteint l'électricité maintenant la nuit dans la commune. Éclairage public, oui, pardon. Seulement. Seulement. Donc cet éclairage public, cette extinction, on a estimé, va faire baisser notre consommation électrique de 53%. Donc 49% d'un côté de hausse, 53% de baisse de consommation. Donc je pense qu'on va à peu près équilibrer le budget à l'identique de l'année dernière. Et en ce qui concerne donc les bâtiments de plus de 36 kVA, l'augmentation annoncée par Total Energy est de 126%. Ce sont des chiffres astronomiques. Soit un coût supplémentaire pour la commune de 68 800 €. L'État a mis en place un amortisseur énergétique à partir du 1er janvier 2023. On a calculé l'impact, ce serait 32 000 €. Il nous augmente de 68 000 EDF, mais on a quand même une possibilité d'avoir 32 000 pris en charge par l'État. Au niveau du gaz, c'est encore pire. Je vous rassure tout de suite. Depuis 2018 et jusqu'en 2030, on a un contrat, un marché public pour le gaz, donc le P1, pour faire tout le chauffage des bâtiments communaux. En 2019, pour le gaz, on a dépensé 47 000 €. En 2022, on a dépensé 289 000 €. Donc 6 fois le prix, on va multiplier par 6. Sur ce marché, donc, le prix du gaz est indexé sur un indice qu'on appelle le point échange gaz Montly, et qui a subi une très très forte hausse en 2021. Sur le document l'Europe, vous avez le graphique de l'augmentation de cet indice. Donc c'est assez conséquent. Et donc pour 2023, on a fait l'hypothèse que cet indice serait à peu près à 130, en sachant qu'il était à 110, il a terminé l'année 2022 à 110. Donc on prévoit une augmentation de 16% à peu près sur le prix du gaz. Donc voilà, tout ça, donc tous ces facteurs-là conjugués, ben, on prévoit donc pour le chapitre 11 une enveloppe de 1 940 000 €. Vous me coupez, hein, c'est un débat logiquement. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Sur le chapitre 12, ce sont les charges de personnel. Alors là-dessus, vous pouvez voir sur les chiffres aussi que l'augmentation est assez conséquente. En 2023, donc bien sûr, on aura l'incidence de l'augmentation du point d'indice de 3,5%, donc c'est un coût de 60 000 € pour la commune par rapport à 2022. La refonte imposée par l'État sur la grille indiciaire des catégories C, qui est venue au 1er juillet 2022. Les avancements d'échelon et leur évaluation du SMIC, tout ça, ça a des impacts sur la masse salariale. Il y a eu des recrutements également en 2022, et la charge donc, du directeur des sports qui est mutualisée avec Gaillon. Le directeur des sports, il a 50% pour nous et 50% pour Gaillon. Et donc les recrutements plus cette charge supplémentaire, le coût global est estimé à 99 000 €. À noter aussi avec le passage sur la M57 que les intermittents du spectacle, qui avant étaient dans une autre catégorie, étaient d'abord dans le chapitre 11, maintenant sont dans le chapitre 12. Le coût annuel, c'est à peu près 30 000 € pour la commune. Donc c'est un changement de catégorie. Le chapitre 65. Alors le chapitre 14, on va passer rapidement dessus, c'est l'off-peak. C'est une notification de l'État, il nous demande de payer, on paye, pas de choix. Alors on l'a estimé à peu près à 95 000 en fonction des documents qu'on avait. Le chapitre 65, donc qui sert à régler l'indemnité des élus, le SDIS. Il faut savoir que le SDIS, c'est plus 9 000 €, 9 334 € précisément. Entre 2022 et 2023, le SDIS, c'est les services incendies du département. Ils demandent tous les ans aux communes de participer. Et cette année, donc une hausse de 10 000 € pratiquement.
Et on paye combien? 124 000, un truc comme ça. Je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est ça. Lors de 124 000 euros. Dans ce chapitre, il y a également la participation à des groupements communaux ou intercommunaux, donc le SIGA 3C, la dotation au CCAS et les subventions aux associations. Donc on a calculé une enveloppe de 176 000 euros pour les associations. Avec le passage en M57 également, dans ce chapitre, on enregistrera maintenant les participations au séjour scolaire de plus de 5 jours. Plus donc d'autres des charges exceptionnelles qui étaient avant dans le chapitre 67 de la M14. Donc voilà, un budget donc qu'on a serré au maximum, donc à 696 000 euros estimés pour 2023. Les charges financières, donc ce sont les intérêts de nos emprunts. Donc on n'a pas fait de nouveaux emprunts cette année. Il n'est pas prévu qu'on en refasse d'autres l'année prochaine. Et donc on a une charge financière qui va baisser forcément, donc à 45 000 euros. Et puis les charges exceptionnelles à hauteur de 10 000 euros. Donc ça c'est pour les dépenses de fonctionnement. Pour les recettes, alors sur le chapitre 70, donc c'est tout ce qui est restauration scolaire, enfin tout ce que les frais de garderie, et également donc l'occupation des locaux communaux. Il y a aussi à l'intérieur de ça la vente des billets de spectacle de l'ECMP. Donc là on est sur les recettes, donc on a été un peu plus prudent. En plus sur le CMP en 2022, il y a eu un peu plus de recettes parce que les spectacles 2021 ont été rebasculés en 2022, qui a généré plus de recettes. En 2023, donc, on n'a que le spectacle de 2023. On n'aura pas ce doublon en fait, de date. Néanmoins, donc, et notamment pour la restauration scolaire et pour les garderies, on a retenu l'hypothèse de ne pas augmenter les tarifications cette année, malgré la hausse des coûts engendrés par ces domaines-là. Sur le chapitre 73, donc ça c'est les impôts et taxes. Alors pour rappel, donc, vous pouvez voir entre 2020 et 2021, donc il y a une baisse assez notable. C'est la réforme de la taxe d'habitation, qui aujourd'hui donc est compensée par l'État. Pour les orientations de 2023, donc il est proposé de tenir compte de la loi de finances. La loi de finances qui prévoit une augmentation des bases de 7,1% sur les bases donc, du foncier bâti et non bâti. Donc sans augmenter les taux, la feuille d'impôt de chacun pour le foncier bâti va augmenter. Après, donc sur les droits de mutation, donc ça c'est les droits qu'on reçoit lorsqu'il y a des négociations immobilières et foncières sur la commune. Pour vous donner une idée, alors c'est très difficilement estimable, vous n'imaginez pas qu'on ne peut pas savoir combien de ventes il va y avoir sur la commune. En 2021, ces droits de mutation se sont élevés à 239 000 euros et en 2022 à 144 000 euros. En 2021, il y a peut-être eu un effet Covid où les gens se sont rapprochés de la campagne plutôt et ont fui la ville, si possible. En 2023, on n'aura probablement pas cela et donc on a fixé de façon très prudente cette enveloppe à 150 000 euros. Au stade d'Europe, donc, comme je vous l'ai dit, l'hypothèse retenue est de ne pas augmenter les taux de fiscalité. Donc l'enveloppe globale est fixée à 4 591 000 euros. Le chapitre 74, donc ce sont les diverses dotations, notamment la DGF et la taxe de compensation liée à la réforme de la taxe d'habitation. Donc là-dessus, l'État nous a fait part de son souhait d'augmenter, je dirais, la part nationale de la DGF. Sauf que pour la commune, la DGF est, comme pour toutes les communes, est calculée en fonction du nombre d'habitants de la commune.
Et malheureusement, sur la commune, on perd des habitants chaque année. Donc on a choisi de ne pas, on a pris l'hypothèse de ne pas augmenter la recette de la DGF. Donc on reste sur le même montant qu'en 2023, malgré les annonces de l'État qui prévoyaient une hausse de l'enveloppe globale. On a fait aussi un choix par rapport donc, à toutes ces augmentations énergétiques. L'État a mis en place ce qu'on appelle le filet de sécurité. Il semblerait que la commune soit éligible à ce filet de sécurité. Donc on a pris contact avec les services départementaux des finances publiques. On attend toujours la confirmation de savoir si on est vraiment éligible. Et on a fait le choix de ne pas inscrire cette recette au budget. Si on y était éligible, ce serait donc dans ce chapitre-là, dans le chapitre 75, dans le chapitre 74, pardon, que nous aurions ce gain de dotation. Nous, cette dotation, on l'a estimée à 277 000 €. Donc c'est quand même pas neutre, mais on a choisi de ne pas la mettre dans le budget. On ne sait jamais, les revirements de l'État, ça arrive assez souvent. Alors 277 000, c'est calculé par rapport à l'exercice 2022. Ce filet de sécurité, il est aussi, la loi de finances l'a prévu aussi pour 2023. Et là, on l'a estimé à 44 000 €. Mais là encore, on ne sait pas. Tant qu'on n'aura pas la notification des services de l'État, on préfère ne pas le mettre au budget. Enfin, ce serait une bonne nouvelle quand même si ça arrivait chez nous. Le chapitre 75. Le chapitre 75, donc ça porte sur les loyers des immeubles, des locations de salles et divers produits. Donc on l'a passé à 83 000 €. Nos salles se louent bien, enfin, les locations marchent bien partout. On a des loyers qui rentrent régulièrement, donc voilà ce qu'on estime là-dessus. En plus, sur la M57, on aura aussi le remboursement d'assurance et les produits exceptionnels qui étaient avant dans le chapitre 77 de la M14. Donc c'est ça aussi qui explique la différence qu'il y a entre les 50 000 et les 83 000. Il y a un regroupement de chapitres en fait. Et on a les 5 quand même. Le chapitre 13, donc c'est les atténuations de produits, ça c'est les indemnités journalières, le remboursement d'indemnités journalières sur les agents qui sont en maladie. Donc c'est pareil, l'estimer c'est très compliqué, on ne sait pas combien d'agents seront malades et combien de temps. Et le chapitre 77, donc on l'a estimé donc, à 10 000 €, c'est principalement les remboursements d'assurance et les mandats antérieurs annulés. Toujours pas de questions, j'ai été clair jusqu'à maintenant. Donc le total des recettes pour 6 940 000 € pour le budget 2023. Stade du repas. Les dépenses d'investissement. Voilà, donc les années 2019-2022, c'est du réalisé. Et même si pour 2022 c'est du provisoire, et 2023, donc c'est des prévisions d'investissement sur la commune. Donc il y en a quelques-unes importantes qu'on vous a données à côté. L'extension des bureaux du CCAS pour 500 000 €, la salle des fêtes de Villiers, enfin voilà, vous avez tout le détail, qui figure aussi dans le document que vous avez entre les mains. Pour financer cet investissement, donc on a nos ressources propres. Hein. Vous voyez qu'elles sont quand même en baisse. Hein, si on voit 2022, enfin 2021, 2022 et maintenant 2023, on a quand même des ressources qui baissent. Heureusement, on a donc des demandes de subventions qui sont en cours, hein, qu'on a voté précédemment dans les précédents conseils municipaux. Pour rappel, hein, pour l'espace culturel, on a fait une demande de 410 000 au niveau de la région
Et au niveau de l'Europe, ouais, c'est pour 786 000. Pour le bureau du CCAS, on a 160 et 160, on a 320 000 euros de demande de subvention. Pour la salle des fêtes de Vieux-Villers, il y a 190 000 euros aussi de demande de subvention en cours. Pour le préau de l'école du Chaboté, on a 59 760 de demandes de subvention. La défense incendie aussi, fait partie de nos investissements de cette année. Donc on a 19 500 euros de demandes de subvention. Le fonds vert, jusqu'ici on a demandé 30 800 euros, mais on a demandé un peu plus avec la délibération qu'on a passée tout à l'heure. Et puis donc pour la police municipale dont on continue à doter en matériel efficace, donc on a une demande de subvention de 2 940 euros. Donc voilà pour le financement de l'investissement, donc avec effectivement un résultat d'exercice de moins 1 847 000 par rapport à tous les investissements que nous avons fait. Sur l'espace culturel, tu as oublié les 410 000 euros du département. Je ne voudrais pas qu'ils soient frustrés qu'on n'ait pas cité les 410 000 euros qui nous ont octroyés. Pardon. Je l'avais zappé, effectivement. Ensuite, donc les tableaux de synthèse, donc le besoin de financement, donc vous voyez, les recettes d'investissement pour 1 934 000 euros, les dépenses d'investissement pour 3 960 000 euros, donc un besoin de financement de 2 26 000 euros. Vous avez en dessous donc le fonds de roulement, qui est l'évolution en fait pas de la trésorerie, mais un petit peu quand même, ça représente un peu la trésorerie. Donc qui est impacté forcément par le résultat de l'exercice déficitaire de 1 847 000, notre fonds de roulement forcément, il diminue d'autant. Ensuite, on passe sur les masses budgétaires. Les recettes de fonctionnement pour 6 940 000 euros, les dépenses de fonctionnement pour 6 762 000 euros, dont intérêt de la dette, 45 000 euros, on l'a vu tout à l'heure. Les recettes d'investissement à 1 934 000 euros, des dépenses d'investissement de 3 960 000 euros, dont le remboursement de la dette pour 167 000 euros. C'est une synthèse de ce qu'on a vu précédemment. Les soldes financiers, donc là effectivement ça peut faire peur. Il faut savoir sur 2023, on est sur des enveloppes budgétaires. On n'est pas sur du réalisé. Hein. Mais même, enfin, vous voyez quand même que depuis 2020, il y a une baisse quand même à l'avance. Donc, à partir du moment où on a des dépenses qui augmentent et des recettes qui ne sont plus actives, on va dire. La dette, le détail de la dette. Donc on a un encours de la dette de 1 million d'euros, 1 089 000 euros. On a 4 emprunts en fait sur la dette. On a donc des annuités pour 215 000 euros. Le capital, donc c'est 167 000 et les intérêts, 48 000. Donc on reste quand même à un ratio de désendettement de 6,1 une année, c'est-à-dire qu'on rembourserait notre dette sur 6 années, à partir du moment où on prend comme hypothèse les chiffres du rebond. Donc on reste quand même serein, je dirais, dans la mesure où il y a danger et un seuil de vigilance, je dirais, dès lors qu'on dépasse les 10 années. Donc on en est encore loin. Et sur 2022, on reste quand même à 3 années. Sinon, la dette est composée de 2 prêts à taux fixe pour un capital de 639 000 euros qui se terminent donc en 2025 et 2031. On a 2 prêts à taux variable. Alors, ce sont des prêts à taux variable, mais sur un index intéressant, puisqu'il s'agit de l'Euribor à 3 mois
qui est fixé à une marge de plus 0,65%. Et là, donc, il nous reste un capital restant dû de 626 000 euros. Les échéances, c'est 2029, octobre et 2029, décembre, précisément. On n'a pas d'emprunt toxique, ni même auprès de la Banque des Territoires. Là. Vous avez peut-être entendu parler dans la presse où certaines collectivités sont plus qu'embêtées parce qu'ils ont emprunté auprès de la Banque du Territoire avec un taux indexé sur le livret A. Donc, quand ils ont pris le crédit à 0,5%, ça ne payait pas trop. Mais là, maintenant, le taux d'intérêt, il est passé à 3%. Voilà. On reste quand même sur une trajectoire saine, un désendettement constant. On n'a pas fait de recours à l'emprunt en 2022. On ne prévoit pas de faire recours à l'emprunt en 2023. Donc, on ne pourra que se désendetter. La fiscalité, donc l'ATH, bien sûr on n'en parle plus, c'est dommage d'ailleurs, hein, si on avait l'ATH, on aurait 360 000 euros de recettes supplémentaires, mais là on l'a pas. Tu l'as fait, c'est bien. Ah mais l'État, quand même, c'est bien vu. Non mais l'État, il nous aime bien l'État. Hein. Sinon, il voulait sortir encore. Donc les taux, vous voyez que les taux de foncier bâti ne changent pas. Hein. Ce qui change, ce sont les bases. Et les bases, c'est pas nous qui les décidons. C'est l'État. Et vous avez donc en face les différentes recettes générées par cette fiscalité directe. Voilà donc pour le budget principal. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Ok. On va passer au budget annexe. Le budget annexe donc du local commercial. Alors le budget annexe du local commercial concerne le local de la boucherie et puis le futur snack park dans le Crapin. Hein, pour vous donner une vision sur les chiffres que je vais vous donner là. Alors sur donc le résultat de l'exercice en 2022, donc plus 87 000 euros en fonctionnement, avec un report de 171 000, donc soit un résultat affecté de 258 976 euros. En investissement, donc on n'a pas fait d'investissement en 2022 sur ce budget-là. Donc on a un résultat affecté d'investissement de 37 307 euros. On a des restes à réaliser de 258 000 euros. C'est la construction du futur snack park. Donc pour un résultat donc, de moins 220 000 euros. Pour l'année 2023, donc, on ne prévoit pas de dépenses supplémentaires, sauf l'entretien des bâtiments, et puis tout le service qu'on doit mettre en place, rien de particulier. Des recettes, ce sont les loyers, là-dessus. À noter qu'on n'a pas non plus mis de ligne budgétaire sur les loyers futurs du snack park. Sur l'investissement, donc quelques investissements de réparation, les restes réalisés de 2022, donc pour 258 000 euros, et en recettes, donc le report, surtout les recettes donc, avec le report de 2022. Donc un budget qui s'équilibre à 289 010. C'est bon pour tout le monde? En synthèse, que vous dire, hein. Sauf que le repas de cantine a augmenté de 7,28% depuis le 1er juillet. L'électricité, c'est plus 70 000 euros entre 2022 et 2023. Pour le gaz, on prévoit 94 000 euros de plus entre 2022 et 2023, après avoir subi plus 207 000 entre 2021 et 2022. L'inflation, 5,9% quand même. C'est longtemps qu'on n'avait pas connu ça chez nous. Donc il y a une répercussion forcément sur toutes les dépenses de la commune en investissement et sur les
service. L'augmentation du point d'indice, donc c'est 60 000 euros en 2022 et 120 000 euros en 2023. En parallèle, donc, des recettes de fonctionnement qui ne sont plus beaucoup dynamiques, à part l'augmentation des bases. Je ne vous dis pas pour les 360 000, parce que ça va froisser. C'est ça. Ben, j'aimerais bien. Donc, ben, ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire ce qu'on a déjà fait, ce que je vous demande de faire depuis, ce qu'on fait collectivement depuis 2022 déjà. Ben, il faut cirer partout, travail permanent sur la maîtrise et la réduction des dépenses de fonctionnement. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra dégager suffisamment de résultats pour à la fois continuer à se désendetter et à la fois éventuellement financer nos investissements futurs, peut-être par le crédit. On a les moyens aujourd'hui de le faire, mais il faut qu'on garde cette marge-là, sinon on ne pourra pas investir, c'est clair. Voilà ce que je vous propose pour 2023. Si, c'est bon, je trouve qu'on y arrive quand même. Après, tout ce que on maîtrise, enfin voilà, c'est des dépenses obligatoires qu'on nous demande. Donc, Alors pour finir sur une note un peu plus positive, donc comme vous a dit Thierry, on a quand même ces 270 000 euros que l'État est susceptible de nous donner. Comme on n'a pas les notifications officielles, on a fait le choix de ne pas les intégrer. Mais normalement, on a 270 000 qui vont venir améliorer notre budget. Et puis je voudrais revenir sur la fiscalité. Il va y avoir une augmentation de la feuille des impôts de tout le monde. Sauf qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas le taux de la collectivité ou des collectivités qui augmente, mais c'est bien les bases qui sont fixées par l'État. Ça, c'est un argument, c'est quelque chose qu'il faut savoir expliquer aux habitants parce que, évidemment, le premier réflexe, c'est de dire ils ont augmenté les impôts. Voilà. Sauf que nous, on a juste que des taux qui sont là. Alors, on pourrait nous dire vous pourriez baisser les taux. Bref, vous avez vu la situation financière de la commune. Je pense qu'il y a un certain nombre de communes où ça ne sera pas d'actualité. Alors, il y en a peut-être quelques-unes ont des situations financières plus qu'exceptionnelles et qui peuvent se le permettre, mais en l'occurrence, je pense qu'il y en a un grand nombre qui ne pourront pas se le permettre tout de suite. Et je voudrais aussi dire une autre chose, c'est que vous avez vu que sur votre feuille d'impôt, il y a toujours une colonne qui est vide. On a la chance d'être dans une agglomération qui n'applique pas d'imposition auprès des habitants. On est une des rares agglomérations qui n'applique pas d'imposition auprès des habitants. Elle ne vit qu'avec l'imposition qu'elle fait auprès des entreprises. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir dire. Je peux vous assurer qu'autour de nous, la majeure partie des agglomérations ont un pourcentage dans cette colonne et qui n'est pas neutre. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir dire aux gens. La colonne de la communauté de communes ou des agglomérations, chez nous, est toujours vierge. Et je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Et alors, voilà, c'est quand même même si tout n'est pas rose, voilà, il y a quand même des choses positives. Et puis comme disait Thierry, on a travaillé sur ce budget, on serre tous les coudes avec les agents de la collectivité, avec les services, on a tous travaillé depuis plusieurs mois sur le sujet du budget pour arriver à trouver quelque chose qui va nous permettre de passer ce moment difficile. Et en espérant qu'à la fin de l'année 2023, il y a un certain nombre de voyants qui soient un petit peu plus verts que ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà quoi. Non mais, même si tout n'est pas formidable, il faut essayer de voir les choses positivement. Voilà ce que je voulais rajouter après les explications de Thierry. Merci. ok, donc ce n'est pas soumis au vote, hein, actuellement. Donc, on prend acte donc de la présentation du rapport. Faut le faire voter? Non. Je peux voter en même? Ok. Bon. Alors on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Ben, je vous remercie. Donc pour conclure, les affaires diverses. La décision 1-2023. Acceptation de remboursement de la part de Groupama Centre de 830 €, correspondant à la dégradation de 3 stops trottoirs quartier d'Aubevoie, le 17-11-2022. La décision 2-2023, acceptation par Groupama d'un autre remboursement de 50,04 €
correspondant à la dégradation d'un potelet bleu, rue Charles de Gaulle. Et la décision 3/2023, fixation de la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister au spectacle organisé à l'espace culturel Marcel Pagnol comme suit. Le dimanche 19 mars 2023, 15h, spectacle des théâtres, hommage et parodie, avec un plein tarif à 15 €, un tarif réduit à 10 €. Réservé aux Valdasiens et Valdasiennes avec présentation du courrier daté du 22/03 envoyé par les services seniors ou justificatif de domicile. La décision 4/2023, fixation de la participation financière demandée à toute personne désireuse d'assister au spectacle organisé à l'ECMP le jeudi 6 avril 2023, 14h, un thé dansant. Et là encore, plein tarif 15 € et tarif réduit à 10 € réservé aux Valdasiens et Valdasiennes avec une présentation du courrier envoyé le 22/02/2023, envoyé par le service senior de la collectivité. Et vous avez en annexe l'état annuel 2022 des indemnités des élus. La loi d'engagement et proximité du 27 décembre 2019 a institué une nouvelle obligation à destination des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre. Ils doivent produire chaque année un état présentant l'ensemble des indemnités reçues par les élus siégeant dans leur conseil. Suivant l'article 2123-24-1-1 du CGCT, cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. L'état annuel 2022 des indemnités des élus est annexé au présent ordre du jour. Et vous avez le tableau sous les yeux. Est-ce qu'il y a des observations? Des questions? S'il n'y a pas d'observation ou de questions, je vais clore ce conseil municipal et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci à vous. Merci.